Euh, Est-ce qu'on peut demander de fermer les caméras peut-être, Catherine et Ouais, Daniel? on va fermer les caméras juste voilà, pour limiter la bande passante et faire en sorte qu'il n'y ait pas de soucis pour les personnes qui ont un petit débit. Hein. Donc rien de perso, mais par exemple, voilà, Catherine, je vais t'arrêter la vidéo. Voilà. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue. Pour ceux qui n'auraient pas vu, donc on se disait qu'on allait laisser la possibilité aux personnes de poser des questions en direct via micro. Vous pouvez les réactiver dans votre la petite barre là qui est en haut, en bas, en cliquant dessus. Essayez de le désactiver quand vous ne parlez pas, comme ça évitera les bruits parasites aussi, tant qu'à faire. Et puis si vous êtes un peu timide, n'hésitez pas à taper dans la conversation. Voilà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis donc Nicolas Massé, animateur en maîtrise de la demande en énergie pour cette magnifique association qui est EPV. Et donc, je vais laisser Juliette se présenter. Eh bien, je suis Juliette, superbe collègue de Nicolas, où je travaille aussi la moitié de mon temps sur les économies d'énergie et l'autre moitié du temps sur la dynamique associative, la vie de l'asso. Voilà. Ok, hop, voilà. Eh ben, merci Juliette. Donc, on va attaquer. Hop. On va représenter très rapidement EPV. On ne va pas reparler du contexte énergétique parce que ça, c'était le plan de la dernière fois. Hein. La dernière fois, il y a 15 jours, donc on avait déjà parlé du contexte. Donc là, je vais juste le survoler pour ceux qui n'auraient pas été là, histoire de faire le rappel. Et puis après, on va attaquer vraiment les éco-gestes et on va commencer par l'onglet chauffage. Voilà, donc EPV très rapidement, hein, association qui a été créée en 2002. 2002-2003, voilà, et qui a son actif donc la création du premier parc éolien citoyen de France à Bégane, qui a été inauguré en 2014. 2014 qui a vu donc le début des travaux sur le parc de Sévérac-Garouette, qui est la petite sœur, hein, donc les mêmes machines, ainsi de suite, mais juste à côté. 2016, donc le parc de Sévérac-Garouette a été inauguré, début des travaux pour Avessac, et en 2017, inauguration du parc d'Avessac, cette fois-ci avec 5 machines. Voilà, donc c'est très très rapide. Et puis depuis, donc on a évolué, on a changé de nom, puisque à l'origine c'était éolienne en Pays de Vilaine, maintenant c'est énergie citoyenne en Pays de Vilaine, pour aller aussi vers d'autres types d'énergie renouvelable. Les principes de l'association, c'est donc un ancrage local, une absence de spéculation, la transparence et la démocratie, l'écologie et la pédagogie. Et puis un rappel quand même qui est très important pour nous, c'est de se dire que si ce type d'atelier, comme aujourd'hui ou les autres ateliers qu'on est amené à faire, Juliette ou moi-même, ils sont gratuits, c'est grâce au financement des parcs éoliens citoyens. Donc c'est un engagement qui est quand même très fort et qui est très original en France. Hein. On est quasiment les seuls à faire ce genre de choses-là. Donc merci à tous les clubistes, investisseurs, participants. Il y en a parmi vous, on en connaît. Donc à chaque fois on les remercie. Mais encore une fois, voilà, je vous fais un bisou. Voilà, hop. Et comme ça, on peut passer à la suite. Alors, en termes de contexte énergétique, la dernière fois, ce qu'on avait vu, on s'était posé la question de se dire quel secteur d'activité consommait le plus d'énergie. Allez, sur ceux qui sont présents, on va faire un petit test de clavier en même temps, pour ceux qui ont l'onglet conversation activé. Donc, quel est le secteur qui consomme le plus? Et on passera vite après. Est-ce que c'est le tertiaire? Est-ce que c'est le transport, l'agriculture, le résidentiel ou l'industrie? A, B, C, D ou E? Allez, allez-y, soyez pas timide. Comme ça vous permet de voir où est l'onglet conversation, de participer, tout ça, tout ça. Lâchez-vous. Marie-Thérèse, c'est pas possible, tu étais là la semaine, il y a 15 jours et tu connais pas la bonne réponse. Ah, t'as un point en moins, Marie-Thérèse. Voilà. Il n'y a que Marie-Thérèse qui sait comment ça marche, l'onglet conversation. Il y a un petit onglet activé pour pouvoir, voilà, sur votre barre là, et comme ça vous pouvez taper dedans. Daniel, tu veux dire un petit mot? Alors donc, pardon. Donc moi je propose la lettre E. La lettre E, d'accord. Alors, on a Marianne qui dit D, ainsi de suite. OK. Bon. Alors, donc, pour info, donc c'est le D. Hein, c'est le D. Je m'attendais à plein de bonnes réponses parce que la plupart étaient là comme la dernière fois. C'est le secteur résidentiel
qui consomment le plus d'énergie primaire en l'occurrence, donc avec l'impact à la source. Hein, donc pour l'électricité, c'est principalement de l'uranium. Pour tout ce qui va être essence, ça va être du pétrole, ce genre de choses. Donc là, c'est le résidentiel. Je passerai vite fait, hop, mais visiblement, le rappel n'est pas, pas inutile. Quand on regarde donc sur le pays de Redon, où est-ce qu'on consomme, mais c'est pareil en France, hein, où est-ce qu'on consomme le plus, c'est le résidentiel. Vous voyez, 43% de l'énergie primaire qui est consommée, donc c'est au niveau du résidentiel. Et après, on est plutôt donc sur du transport, puisque voilà, quand on fait le transport et le fret, et tertiaire, industrie dans un mouchoir de poche avec l'agriculture derrière. Donc on a vraiment un rôle à jouer, nous, en tant que particuliers, sur nos comportements individuels dans le résidentiel pour limiter cet impact énergétique. Voilà, comme je vous le disais, je passe vite, on a déjà vu ça il y a 15 jours. Ça, on l'avait classé aussi il y a 15 jours pour, en termes d'éco-gestes. Allez, on le refait. Allez, on le refait. J'ai comme l'impression que j'avais tout oublié. Classé par ordre décroissant, donc du plus grand au plus petit, les consommations domestiques d'énergie entre les différents postes donc de consommation à la maison, entre le froid, l'éclairage, le chauffage, le numérique, le lavage, l'eau chaude sanitaire, hein, ECS, c'est ça que ça veut dire, cuisson et le reste. Est-ce que vous êtes capable de trouver le premier déjà, rien que ça? Alors, allez-y. On a une réponse pour l'instant avec Marie-Thérèse qui dit le chauffage. Le chauffage est en grosses lettres. Ouais, chauffage. Alors, Pascal, chauffage ECS froid. Oh là, au taquet. Et Philippe qui dit que ça caille. C'est pas faux. C'est bien rafraîchi aujourd'hui. Ok, bon, bah, c'est bien ça. Hein. Le premier, c'est bien le chauffage. Hop, on avance. Donc, le premier, c'est le chauffage. Le deuxième, c'est bien le chaud sanitaire. Le troisième, la cuisson, puis le numérique, lavage, ainsi de suite, avec le numérique qui a tendance à rattraper quand même la cuisson de plus en plus. Et l'ordre d'idée, en moyenne nationale, on est sur 61% en chauffage, en consommation, hein, 12% pour le chaud sanitaire, 7% sur la cuisson, puis 6% numérique, ainsi de suite. La dernière fois, on avait vu le numérique en se disant, bon, voilà, c'est vrai que c'est un impact, mais il faut bien remettre les choses dans l'ordre et se dire que ce n'est pas forcément là où on va taper le plus. C'est quand même important d'avoir un dernier petit éclairage là-dessus, et c'est aussi pour ça qu'on va commencer par le chauffage, c'est que si on regarde en fonction du type d'habitat dans lequel on réside, sur cette courbe-là, on voit qu'en bleu, donc le parc existant, donc peu ou pas isolé, on a un gros impact chauffage. En fait, c'est là où on va consommer la plupart de notre énergie. Par contre, quand on a une maison qui est rénovée, type BBC ou neuf type RT 2012, donc depuis des maisons construites depuis le 1er janvier 2013, on voit que en général, l'item chauffage prend nettement moins d'importance et qu'après, du coup, on fait plus ressortir le CS, ainsi de suite. Voilà. Donc, première chose, déjà, si vous avez une maison ancienne, essayez de voir comment vous pouvez la rénover. Donc, allez voir la maison de l'habitat pour tout ce qui va être Pays de Vilaine ou votre espace Info Énergie ou votre ALEC ou votre espace fer. Ou, voilà. C'est pas facile, qui change tous les 6 mois, mais vous tapez fer sur Internet et ça devrait aller. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on va commencer par le chauffage, parce que c'est là en fait où on a le plus gros impact. Oui, Juliette qui me fait des signes. Oui, Nico, je vois qu'il y a des nouveaux arrivants. On va peut-être juste leur rappeler les règles. Vous avez un chat de disponible. Normalement, vous avez une barre en bas ou sur les côtés de votre ordinateur où vous pouvez nous poser toutes vos questions ou répondre au petit quiz de Nicolas. On est 12 maintenant. Je ne sais pas si on va laisser les micros ouverts. En tout cas, si vous ne trouvez pas la barre chat, vous pouvez ouvrir votre micro pour nous poser vos questions. Voilà. Tu peux continuer, Nicolas. Merci. Ouais, parce qu'en fait, on va voir les différents exemples d'éco-gestes. Donc, il ne faut évidemment pas hésiter du tout à poser vos questions. Hein, parce que c'est tout l'intérêt de la chose. Si vous avez des interrogations, donc n'hésitez pas à faire signe dans le chat ou même par micro, ou plutôt à la fin du slide, s'il vous plaît. Merci pour pas couper. Voilà. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, par contre, je vous rappelle, pour ceux qui étaient là il y a 15 jours, que Juliette nous avait soumis un petit défi. Et donc, qui avait demandé 3 petites choses. Donc, de faire le ménage dans sa boîte mail. Alors, déjà, on va savoir qui parmi vous a pris le temps de faire le ménage dans sa boîte mail. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit coucou, un petit signe, un petit moi ou,
voilà, dans le chat ou même par micro, hein, si vous le souhaitez. Il y a Marie-Thérèse qui s'est lancée. Catherine qui commence. Marianne, elle n'a pas eu le temps, mais elle n'était pas là la dernière fois, on l'excuse. Pascal, il a commencé. Moi, je mets mon petit doigt qu'à moitié levé parce que j'ai commencé aussi. J'ai téléchargé une application qui s'appelait, je crois, CleanFox. Et en fait, j'ai été dépassée, je ne comprenais plus rien. On m'a dit qu'on allait m'envoyer un mail quand on aurait fait le tri de ma boîte et puis bon, j'ai rien reçu. Donc, à reprendre. Voilà. Je l'ai fait également. Luc. Alors, Luc. plus fort, Luc, on ne t'entend pas. Je dis, je l'ai fait également. Ah, très bien. Merci, Luc. Super, bravo à tous. Ok, ça c'est cool. Le deuxième geste, c'était donc régler vos veilles sur ordinateur fixe portable et téléphone portable. Fait aussi. Ah, super. C'est tout? Il n'y a que Catherine. Luc. Faire coucou. Et Daniel, là, comment dire, concernant les mails, je fais de temps en temps le ménage, mais c'est pratique de retrouver des bons mails quelquefois en ligne, parce que sur la boîte mail, il y a des affaires orange, attention. J'ai tendance à freiner le vidage complet de la boîte mail, de la poubelle, quoi, hein. Ça prend un petit peu de temps, c'est vrai. Alors par contre, Daniel, je suis désolé, mais j'entends un peu un mot sur trois. Au niveau du réglage de ton micro, il y a peut-être un petit truc. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à essayer de prendre le temps dessus, à bien trier tout ça, hein, pour arriver à… Voilà. Donc on a quand même quelques réponses. Tu m'entends bien correctement? Ah, là, c'est nettement mieux, là. Oui. Il y a peut-être aussi une question de distance par rapport au micro, des fois. Voilà, et le dernier défi, c'était choisissez un autre éco-geste, testez-le et parlez-nous-en la prochaine séance. Est-ce que quelqu'un veut nous faire un retour justement par rapport à un éco-geste qu'il a fait depuis la dernière fois, depuis les 15 jours où on ne s'est pas vu? Alors moi je veux bien. Ah, on t'écoute. Moi j'ai simplement vidé mon compost et je l'ai mis sur mon jardin, voilà. Et j'ai fait du broyat, ce qui fait que ça active le compost progressivement. À chaque fois que je mets des affaires sur compost, des épluchures, des restes de table, un petit peu de broyat par-dessus et ça active, ça donne un peu de carbone et ça active énormément le compost. Voilà. Superbe. Merci de ton retour. Marianne dit dans le chat qu'elle est preneuse de compost. Il va falloir un petit peu attendre, par contre. Hein, vous mettrez d'accord, mais pour le moment, normalement. Oui, il est vide actuellement. Hein. Enfin, il y en a très peu. Ah oui, il y en a plus. Il est en train de se faire, hein, se refaire. Très bien. Un autre témoignage, peut-être? J'ai rajouté une prise pour couper la veille de François. Super, okay. François. Jardinier, faute de voyager. Oui, eh ben oui. À qui le dis-tu, hein, Marie-Thérèse? Il y en a qui va aller en Sicile. Et bon, bref. On va pas retourner. Nicolas, tu n'as pas pris l'avion. C'est un très bel éco-geste. Oui, ouais, on peut voir ça comme ça. Bon, bah super. Eh ben, on continue alors. Bravo à tous. Merci pour votre participation. Et donc, on attaque le chauffage. Donc, le chauffage, le logement collectif, hop, ça, on n'est pas dans ce cadre-là. La première chose donc, qui est préconisée, c'est d'utiliser des rideaux, des tentures, des tapis, voilà, pour combattre les parois froides. C'est-à-dire, comment ça se passe? Pourquoi? La façon dont nous, êtres humains, on ressent la température, en fait, ça va dépendre de différents critères, de différents facteurs. Donc, des mouvements d'air, de l'humidité, de plein de petites choses comme ça, mais aussi effectivement de la température qu'on va pouvoir mesurer. C'est-à-dire que la température si vous voyez là sur le schéma, donc ici, là, si par exemple il fait 19 degrés dans la pièce, à l'endroit où je suis, mais qu'à proximité, il y a une paroi qui est froide. Ici, là, on est sur une paroi qui est non isolée, qui est à 11 degrés. Mais la température ressentie, ça va être la moyenne de ces deux températures. Donc là, en l'occurrence, 15 degrés. Évidemment, ça caille. Alors que si, à contrario, j'ai un mur qui est isolé et donc plus chaud, dans ces cas-là, donc à 15 degrés, donc ça va me faire une moyenne à 17. Okay, en termes de ressenti, donc ça ne change rien, par exemple sur le chauffage, là en l'occurrence, c'est juste sur le ressenti. Un item qui est parlant aussi souvent, c'est par exemple quand on a le dos à une fenêtre ou une baie vitrée. On a régulièrement un sentiment, ce petit sentiment d'inconfort. Ben, c'est lié à ça.
hein, parce que c'est classiquement des parois qui sont plutôt froides et qui nous donnent ce type d'inconfort. Donc l'idée là, c'est vraiment d'agir en mettant des tentures, des rideaux, quelque chose d'épais, hein, parce qu'un petit voile léger, ça ne va pas suffire pour arriver à couper cet échange-là, hein, et à faire en sorte que du coup, on se sente plus à l'aise. C'est ça l'idée. Voilà, tac, 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 tac. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Et s'il y a un petit truc aussi, un petit chiffre à avoir en tête, c'est, mine de rien, avec un petit geste comme ça, si on se sent plus à l'aise chez soi, on aura moins tendance du coup à monter la température. Et d'après vous, 1 degré de plus ou de moins sur le réglage du chauffage, quel impact ça aura sur votre consommation de chauffage en termes de pourcentage? Donc 1 degré de plus ou de moins, est-ce que je vais faire 1% d'économie de chauffage en moyenne? Est-ce que c'est 10? Qu'est-ce que vous en pensez d'après vous? Alors, je vous écoute ou je vous lis. Alors, on a du 10% là, on a du 7 pour Pascal, 10 pour alors, EPV, je ne sais pas qui c'est, ça doit être Catherine, je crois. Voilà, allez-y, 10, 10. Alors, je n'ai pas entendu. Pardon, 7%. 7% pour Daniel, d'accord. Ok. C'est voilà, c'est ce qu'on dit. Hein. C'est bien ça, c'est du 7 plutôt que du 10. 10, c'est vraiment beaucoup. Hein. C'est en moyenne, hein, ça dépend évidemment de son niveau d'isolation, mais en moyenne, le fait de faire l'effort, par exemple, si d'habitude on est réglé sur, alors c'est rien, 22 degrés, de rebasculer sur 21 degrés, dans ces cas-là, ça fait quand même un équivalent de 7% d'économie sur sa facture de chauffage, ce qui n'est pas négligeable du tout. Voilà, donc ça, c'est important d'avoir ça en tête pour pouvoir agir efficacement et se motiver à agir efficacement. Ça, c'est le premier item, paroi froide. C'est bon pour vous? N'hésitez pas hein, à taper est-ce progressif? Eh ben, ça va s'accumuler, c'est-à-dire que plus tu vas descendre ta température de consigne, ton niveau de demande de chauffage, plus tu vas faire clairement d'économie. Ouais. Voilà, on continue. Si jamais vous avez des questions qui viennent, n'hésitez pas à les poser hein, de toute façon dans le chat ou machin, et on y répondra. Alors, toujours sur le chauffage, mais cette fois-ci au niveau des ouvrants. Un truc tout bête, hein, voilà. Fermez les volets, sans déconner. Je ne le savais pas. Ben, bon, vous en doutiez. Le truc, c'est que quelqu'un est-il capable de me dire, de m'expliquer du coup, pourquoi c'est intéressant de fermer ces volets pour arriver justement à faire des économies de chauffage, à se sentir mieux chez soi? Est-ce que vous avez une idée de comment ça fonctionne? Par micro, ça va peut-être être plus facile. Ou alors, il faut taper vite. Juste que c'est une paroi isolante. Que c'est une paroi isolée en plus? Alors, c'est un petit peu ça l'esprit, et c'est-à-dire qu'est-ce qui va isoler avec, avec des parenthèses? En général, les volets roulants, enfin les volets roulants qui sont descendus, comme ils sont souvent isolés à l'intérieur, ça fait une paroi supplémentaire. Alors, sur les volets roulants, il y en a pas mal en effet où il y a du polystyrène par exemple à l'intérieur, ça va rajouter une couche d'isolant. Ouais. Mais même sur des volets en bois, donc je vois qu'il y a, voilà, il y a déjà il y a des réponses dans le chat, ouais. Tout à fait. C'est bien ça, c'est-à-dire que même si on n'a pas des volets très récents, isolés, et ainsi de suite, même des volets en bois, ça vaut la peine, parce qu'en fait, ça va créer une petite lame d'air plutôt immobile, tout du moins moins mobile qu'à l'extérieur, et cette lame d'air va avoir tendance à amener un niveau d'isolation en plus, en tout cas va renforcer ça. Hein, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est ça l'esprit. Et c'est quand même pas négligeable du tout, c'est-à-dire que là, moi, si je vous mets les performances globales des fenêtres, on parle en UW pour les fenêtres. Voilà, c'est un critère délicat. C'est l'inverse de la résistance thermique pour ceux qui sont en isolation actuellement. Voilà, en gros, si j'ai un double vitrage d'entrée de gamme, on va dire, qui va avoir à peu près un UW de 2,93. Voilà. Quand je ferme mes volets, je vais passer à 1,7. Donc, je vais me rapprocher d'un double vitrage de très bonne gamme, et ainsi de suite. Donc, si j'en ai un, par exemple, qui fait 1,2, je vais passer à 0,9, donc me rapprocher même quasiment d'un triple vitrage. Donc, ça a quand même un impact qui n'est pas négligeable du tout. Donc, n'hésitez pas, dès qu'il fait nuit, quand vous pouvez,
vous refermez les volets, ça recrée la petite lame d'air et ça donne un petit boost. Voilà, ça c'était sur les ouvrants. Donc c'est pareil, comme tout à l'heure, si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas à vous balancer en direct, quitte à ce qu'on revienne après un petit peu dessus, il n'y a pas de souci. Que veut dire VIR? Double vitrage VIR là? VIR, alors c'était quoi ça? C'est les systèmes à faible émissivité. C'est-à-dire que là, vous voyez par exemple en bas, là, on voit le. Alors, faible émissivité, c'est par rapport au gaz qu'il va y avoir à l'intérieur, des gaz rares, type argon, ce genre de choses, qui vont améliorer l'effet du double vitrage. Et aussi, on va avoir des systèmes sur la fenêtre en elle-même pour limiter les échanges thermiques. Donc là, par exemple, c'est représenté par ce petit tampon-là. Et ça va être des petites mousses, des choses comme ça qui vont limiter les ponts thermiques même, très exactement, plutôt sur les doubles vitrages au niveau de la fenêtre. Parce que là, c'est pour toute la fenêtre et pas juste que pour le vitrage en lui-même, pas juste que pour le carreau, la vitre, mais toute la fenêtre. C'est ça qu'on regarde. C'est pour ça c'est le UW, le U window. Sinon, ça serait le UG pour glace. Allez, tac, tac, tac. Allez, on continue. Moralité est fermée. Voilà. Hop. Toujours au niveau des ouvrants, entretenir donc les joints, calfeutrer ses portes et ses fenêtres. Alors oui, parce que là, on va agir sur 2 critères. Un premier critère qui va être ce que je vous disais tout à l'heure, très rapidement au niveau du ressenti, là, pour être un peu à l'aise chez soi en termes de chauffage, on va limiter tout ce qui va être humidité, on va limiter les parois froides et on va limiter aussi les mouvements d'air. Tout ce qui va être fuite d'air dans la maison va être désagréable. Donc en calfeutrant, ça va limiter les fuites d'air et ça va aussi limiter donc les entrées d'air froid en hiver. Hein. Donc c'est pour ça que ça fait ces 2 effets-là concrètement. Pour ce faire, c'est vraiment très simple, c'est tout bête, tout basique. Il n'y a pas besoin d'outils très compliqués, il y a un outil miraculeux pour le faire. Attention, démonstration. Le doigt mouillé. Voilà. Donc, et vous passez tout autour de vos ouvrants, porte, fenêtre, et si vous sentez de l'air dessus, c'est qu'il y a un problème. Dans ce cas-là, vous regardez, il doit y avoir vraisemblablement un problème au niveau de votre joint, et vous pouvez donc racheter derrière ces petits systèmes, on appelle ça du compris-bande, hein, ça ne coûte rien, vous avez vu, 1,50 € du mètre. Pour remettre aux endroits en fait, où il y a ces petits défauts d'étanchéité, vous remettez ça, c'est fait en 2 minutes, et ça permet derrière de calfeutrer vos fenêtres et vos portes. Une petite précaution. Donc, si jamais vous êtes amené à changer carrément vos fenêtres, vos portes, ou tout du moins de faire une démarche d'étanchéité à l'air chez vous, il faut aussi faire très attention à ce que votre VMC fonctionne bien, parce que je vous rappelle que c'est très important d'avoir un logement ventilé. Alors oui, je sais que ça porte débat régulièrement, donc si vous avez des questions, tout ça, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je vous rappelle quand même que la ventilation est obligatoire dans les logements depuis 1983, hein, ça ne date pas d'hier, parce qu'on est quand même les champions du monde pour se polluer notre air intérieur. Donc voilà ce que je rappelle aussi là. Donc ne bouchez pas vos aérations. Sinon, donc, ça veut dire qu'il y a de l'humidité qui risque de rester, de stagner à la maison et de même faire ce type de dégâts-là. Donc c'est aussi à cause du CO2 qu'on va être amené à émettre lors de notre propre présence, activité dans la maison, d'autant plus en ces périodes de confinement où on est de plus en plus chez soi à l'intérieur et donc il faut évacuer toutes ces pollutions, tous les micro-organismes, les virus, ainsi de suite, les polluants intérieurs, les formaldéhydes et tout ce qu'on veut, ce qui viennent des meubles, des cols, voilà, des nanoparticules maintenant qu'on nous colle même dans les produits ménagers. Donc tout ça, il faut vraiment que ça s'en aille. Donc s'il vous plaît, vraiment ne bouchez pas vos aérations. Vous avez peut-être l'impression que c'est une perte, oui, en effet, mais c'est une perte maîtrisée, contrôlée. Donc il n'y a pas de souci. Des questions par rapport à ça, tout ça? Normalement c'est clair, ça introduit juste le débat de « Ah non, je veux pas de VMC chez moi ». Bon. Ouais, par contre, on a une question sur le sujet précédent. Oui. Est-ce que proportionnellement, quand tu baisses ta température de 1 degré, tu fais 7% d'économie, mais est-ce que proportionnellement, si tu baisses ta température de 3 degrés, tu fais 21% d'économie? Alors, comme c'est en pourcentage, tu peux pas les additionner.
Voilà. C'est-à-dire que ta baisse sera progressive, certes, mais elle ne sera pas linéaire. Donc, c'est-à-dire que ça. Après, il faut regarder au cas par cas, mais l'ordre d'idée, ça ne va pas être pour 3%. Oui, je vois la question. Tu ne vas pas passer à 21%. Tu vas être, par exemple, sur du 15% ou ce genre de choses. C'est déjà énorme, mais c'est du pourcentage, donc tu ne peux pas additionner. Eh bien, merci de ta présence, François, et au revoir. Voilà. Sur les VMC, tout ça, c'est bon? On continue, si jamais, hein, vous n'hésitez pas à vous poser vos questions. Et puis, si vous êtes vraiment trop timide, vous avez nos coordonnées par mail, ainsi de suite. Donc, vous n'hésitez pas non plus à envoyer un petit message par mail. Et puis, oui. Pardon. C'est Daniel, là, comment la VMC, là, si quand on part 15 jours en hiver en vacances, en hiver, on part 15 jours, parce que ça arrive, hein, pas tout le monde, mais voilà, et la VMC continue à fonctionner, il n'y a personne dans la maison pendant 15 jours. Est-ce que ça peut être intéressant de peut-être de l'arrêter, la VMC, ou de la ralentir, ou quelque chose comme ça? Il y a la théorie et la pratique. En tout cas, normalement, il ne faut pas y toucher. C'est-à-dire que quand elle est en fonctionnement, on la laisse fonctionner. Après, on peut se dire, oui, mais quand il fait beau, ou voilà, on va pouvoir ouvrir et donc la couper. Il y en a qui le font, c'est déconseillé. Pourquoi? Parce que du coup, ça va avoir tendance à faire descendre les poussières dans les conduits d'aération et à faciliter leur obstruction. Et très souvent, c'est quand même assez délicat de les nettoyer. Maintenant, on préconise plutôt les conduits rigides, mais très souvent encore, c'est des conduits qui sont plutôt sur des bases papier, entre parenthèses, des choses très très fines. Donc, c'est pour ça que c'est assez déconseillé. Et au niveau de la régulation de la ventilation, c'est-à-dire qu'elle s'adapte en fonction qu'il y ait plus ou moins de personnes à l'intérieur du logement. Si vous avez une VMC hygro B, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire qu'en termes de VMC, donc de ventilation mécanique contrôlée, en gros, maintenant, il y en a plus de 2 types, quoi, hein. Il y a la hygro B simple flux, en fait, donc elle va juste extraire l'air pollué de l'intérieur du logement. Elle va prendre dans les toilettes, elle va prendre dans la salle de bain, elle va prendre dans la cuisine et elle va extraire cet air-là. Et donc, il va y avoir un système sur les bouches d'air d'entrée, donc il va y avoir plutôt dans les pièces de vie, cette fois-ci au niveau de la chambre, ainsi de suite, un système d'obturation. C'est-à-dire qu'il va y avoir une petite lanière et en fonction du taux d'humidité du logement, elle va donc se rétracter plus ou moins pour obstruer plus ou moins l'entrée d'air. Il va y avoir un système équivalent qui va faire au niveau de l'extraction et plus de l'entrée. Ce qui va faire que ça va limiter en fait la quantité d'air qui va être extrait quand il y aura moins d'humidité, donc théoriquement moins de personnes. Donc ça, c'est le fonctionnement pour la VMC en hygro B. C'est facile à voir parce que vraiment les entrées d'air sur vos huisseries, elles sont assez grandes, hein. Elles font plusieurs centimètres, hein. Elles dépassent vraiment. Donc ça, c'est la première chose. Celle qu'on trouve aussi plutôt sur des logements récents, ça va être la VMC double flux. Celle-ci va avoir l'avantage de réchauffer l'air entrant en hiver par l'air sortant. Donc ça permet de moins perdre de calories. Par contre, ça veut dire qu'il y a des petits moteurs qui la font tourner aussi en permanence et donc qui consomment un petit peu. Donc sur un logement qui est bien étanche à l'air, c'est intéressant. Sur un logement qui est pas forcément très récent, on peut avoir quelque chose de très étanche, c'est pas forcément très intéressant. Ça se justifie pas forcément. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Je regarde l'heure, la demi, on est bien. Allez, on continue. Puis si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. Toujours au niveau du chauffage, cette fois-ci, on va attaquer au niveau de la régulation. Donc, régulation du chauffage, pour adapter le niveau de chauffage, hein. Installer des robinets thermostatiques sur le radiateur. Je ne sais pas si vous en avez, ce type de robinet-là, on en voit de moins en moins. Donc ça, il faut vraiment arriver à les changer par du thermostatique, donc qui va s'adapter en fait à la température à l'intérieur des locaux. Donc comment ça fonctionne? C'est tout bête, il y a une petite cartouche ici qui a un polymère qui va se dilater plus ou moins en fonction de la température dans la pièce, hein, et donc qui va boucher plus ou moins le passage d'eau chaude dans ce radiateur. Donc comme ça, en fait, en fonction de la température dans la pièce, si jamais je sais pas, il y a du soleil, donc ça chauffe naturellement, gratuitement, la température va augmenter et lui, il va calmer le flux d'eau chaude et donc derrière la consommation au niveau du chauffage. C'est un système qui est tout bête et qui fonctionne plutôt bien. Il y a la même chose qui existe aussi maintenant en programmable.
Hein, c'est-à-dire que si jamais, dans certains cas, ça peut être intéressant, on va voir plus tard au niveau de la au niveau de la maison, dans certains cas, ça peut être intéressant d'avoir des têtes programmables comme ça, qu'on peut faire soit à distance, soit les programmer sur différentes plages horaires. Voilà. Et la tête thermostatique de base, en gros, ça ressemble à ça. Voilà. Et donc 5 à 10% d'économie, si jamais vous ne les avez pas encore, ça coûte vraiment pas grand-chose. Et ça peut être donc au cas où posé par un artisan sans problème. Bon, ça c'est assez basique, je pense qu'on peut passer assez rapidement. Toujours sur la régulation, néanmoins si vous avez des questions, n'hésitez pas. Toujours sur la régulation, donc faire installer un thermostat d'ambiance programmable. Donc la première chose à faire, c'est vraiment les têtes. Et après, un thermostat d'ambiance, c'est ça. Donc peu importe sa nature, quelque chose de très simple ou des modèles qu'on appelle intelligents en ce moment. Donc ils vont apprendre par rapport à vos habitudes, vous allez le régler et puis il va reconnaître quel jour de la semaine vous êtes plutôt à telle température et s'adapter tout seul, peu importe du moment qu'il soit réglé par rapport à vos habitudes. Parce que dans l'idée, ça, c'est les préconisations de l'ADEME. Normalement, quand vous êtes là, c'est 19 degrés. Quand vous n'êtes pas là, c'est 16 degrés. Et ou quand vous êtes là, mais la nuit, 16 degrés. Et si vous absentez plus d'une journée, l'idée, c'est donc 8 degrés. J'anticipe une question par rapport à ça. On me demande régulièrement, bah oui, mais 8 degrés, c'est vraiment bas. Quand je vais rentrer chez moi, bah, ça va faire consommer nettement plus de chauffage pour arriver à remonter la température à 19 degrés. C'est faux, en fait. On ne va pas consommer plus. Pourquoi? Parce que l'énergie, en fait, c'est une puissance multipliée par un temps. Donc, si on s'absente plus d'une journée, pendant plus d'une journée, on va vraiment consommer très peu d'énergie en maintenant juste à 8 degrés. Donc certes, quand vous allez rentrer et qu'il faudra peut-être 1 heure, peut-être 2 heures pour que le logement remonte en température, il va y avoir un pic de consommation, mais qui va être sur une durée vraiment limitée et qui va être largement remboursé par toutes les économies que vous aurez faites sur la journée ou les journées préalables. Okay, donc ça, c'est vraiment important d'avoir ce type de fonctionnement en tête. Donc ça vaut vraiment la peine de le faire. Voilà, puis après, ça, c'est les précaux de l'ADEME. Si chez vous, à 19, vous n'êtes pas à l'aise ou machin, mettez à 20 ou ce genre de choses. Après, c'est à vous de voir. En tout cas, vous savez que 1 degré de plus, c'est 7% de plus sur le chauffage. Voilà, donc après, c'est vous qui assumez. Voilà, puis attention donc au placement de ce thermostat, il faut que ça ne soit pas devant une fenêtre avec le soleil, il ne faut pas au-dessus d'un radiateur, ce genre de choses, il faut que ça soit un endroit qui soit représentatif de la température du logement. Voilà, 10 à 15%, 10 à 25% d'économie, c'est un impact non négligeable, 30 à 250 € en fonction du modèle que vous installez, à peu près 250 € si vous voulez installer par un professionnel. C'est bon pour ça? Je vois pas de questions, pas de... Je me dis, tiens, tout le monde soit est passionné, soit dort. Alors, rassurez-moi. C'est bon. Ah, merci, c'est bon. Passionné. Merci, Luc. Bon, qu'est-ce que c'est ITE? Ah oui, alors ça, je vous ai mis, c'est-à-dire que 250 € donc environ posé pour un professionnel RGE reconnu pour garant pour l'environnement. Et c'est ITE, c'est les crédits d'impôt pour la transition énergétique. C'est-à-dire que pour avoir les aides d'État pour le remplacement de certains systèmes, il faut que ça soit fait par un artisan avec un certificat. Ce certificat, il s'appelle RGE. Et l'aide en question, c'est crédit d'impôt. Ces crédits d'impôt ont été revus en début d'année et sont maintenant donc soumis à niveau de ressources. Si ce n'est pas pour les crédits d'impôt sur le CITE maintenant, ça va être pour les ressources de niveau intermédiaire ou supérieur. Pour les revenus modestes, voire très modestes, dans ces cas-là, on va parler plutôt d'un autre système qui s'appelle MaPrimeRénov'. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre espace Info Énergie, espace Fer, ALEC et ainsi de suite. Ils sont très au point là-dessus. Alors, nous chauffons peu. Marie-Thérèse, d'accord. Pour ceux qui... Alors, je continue s'il n'y a pas de questions particulières. Au niveau du chauffage, on a bientôt arrivé à la fin du chauffage. Donc, l'impact de la chaudière, donc qu'elle soit au fioul, au gaz
ou au bois, s'il vous plaît. Pensez à son entretien. C'est pas du tout anecdotique. Alors, évidemment, pour l'appareil en lui-même, pour qu'il vieillisse bien, qu'il vieillisse mieux, il y a un aspect aussi énergie grise derrière, parce que s'il se dégrade trop vite, qu'il faut le changer, déjà ça va vous coûter cher. En plus, il va falloir reproduire un appareil. Mais de toute façon, un appareil qui est encrassé consomme et surconsomme énormément. Ça peut vraiment augmenter très très rapidement. Donc au niveau des brûleurs, ainsi de suite. Et en plus, ça polluera plus parce qu'il y aura des combustions incomplètes, ce genre de choses, qui enverront tout ça dans l'atmosphère. Et donc, c'est vraiment bien pour personne. J'en profite pour faire un tout petit rappel au niveau du ramonage. Donc, le ramonage de ces systèmes à par combustion comme ça est obligatoire. Donc, tout ce qui va être fioul et gaz, c'est 1 fois par an. Et tout ce qui va être système à bois, c'est 2 fois par an, dont une pendant la période de chauffe. Voilà, ça c'est ce que nous dit la loi. Sachant que pour le ramonage, vous pouvez également le faire vous-même. Il n'y a pas d'obligation en termes assurantiels à ce que ça soit fait par un professionnel. Néanmoins, vous devez juste prévenir, dans ces cas-là, votre assurance. Elle n'a pas le droit de vous refuser de le faire vous-même. Après, si vous ne le sentez pas, le faites pas. Voilà, jusqu'à 50% d'économie pour un système qui est très encrassé. Voilà. C'est un peu, je ne sais pas si ça parle à plus de monde, mais des injecteurs sur une voiture qui sont encrassés, des bougies qui sont encrassées, on va avoir une surconsommation tout de suite en termes de consommation au litre par kilomètre parcouru. Bah, là, c'est un petit peu le même esprit. C'est bon? Ouais? Ok? Allez, 150 € d'entretien, 0,60 € pour le ramonage. Voilà. Ah oui, un petit rappel en effet, pour ceux qui auraient un plancher chauffant chez eux, c'est plutôt une bonne idée d'ailleurs, c'est un bon moyen de retransmettre la chaleur. Il faut quand même le désembouer, c'est bien ça, désembouer, enlever la boue qui va se déposer dedans environ tous les 5 ans. Sur les radiateurs, un petit peu moins souvent, mais ça vaut la peine de le faire quand même régulièrement. C'est tout simple, c'est votre chauffagiste qui vous fera ça, il va augmenter la température de circulation, la vitesse de circulation du fluide qui est le porteur, souvent de l'eau, dedans, et ça va permettre de traiter, d'évacuer les boues. Parce que sinon, ça risque de faire des bouchons à l'intérieur et après de faire des zones mortes. Donc, l'idée, c'est tous les 5 ans. Et puis, au niveau de votre ballon d'eau chaude, s'il a jamais une anode sacrificielle, n'hésitez pas à la faire remplacer aussi avant qu'il ne perce. Une anode, il va y avoir des phénomènes d'électrolyse dans les ballons. Donc l'anode, en fait, elle va être là pour être rongée à la place du ballon. Au bout d'un moment, quand il n'y en a plus, c'est le ballon qui va être mangé. Donc ça, c'est des petites choses qu'il ne faut pas hésiter à demander à son chauffagiste, quitte à le faire intervenir. C'est bon? Là, on va passer pour le chauffage, c'est tout. Sinon, on va passer à l'eau chaude après. Est-ce que vous avez des questions pour le chauffage? Moi, j'en ai une sur le chauffage. Ouais. On a une cheminée avec un insert en plus de notre chauffage. Donc, c'est très sympa à la mi-saison. Ça permet effectivement de faire quelques économies. Par contre, la cheminée, elle nous amène du froid quand elle ne sert pas, malgré l'insert. Tout à fait. Donc, c'est pour ça que c'est des systèmes en fonction de leur étanchéité à l'air, notamment, qui sont plus ou moins performants en termes de... Alors déjà, avec l'insert, ça limite la casse, mais en termes de rendement, c'est pas... Alors, moi, je me suis fait une planche avec un isolant et je ferme mon insert en plus, avec, qui vient dans l'encadrement, dans le cadre de la cheminée. Mais c'est pas terrible. Là, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il faudrait idéalement que cette condamnation temporaire soit le plus étanche à l'air possible. Ça, c'est la première chose. Après, le côté isolant, pourquoi pas. Le bois, je vous rappelle quand même, le bois brut n'est pas isolant. Ça suffit pas. Pour l'isolant, il faut vraiment des matières isolantes. Ça va être de la laine de bois, par exemple, parce que ce qui va isoler, ça va être l'air qui va être compris à l'intérieur, de bois ou autre, de la ouate ou du liège que vous allez pouvoir peut-être mettre sur cette plaque. Ça va aider. Et surtout l'étanchéité à l'air. Moi, j'ai mis un isolant qu'on met sur les murs, en fait. Les couches minces en alu, c'est ça? Elles sont pas en alu, c'est un peu comme de l'expansé, mais ça fait 2 cm d'épaisseur à peu près.
Ah oui, 2 cm, c'est pas beaucoup. Ben ouais. Mais bon, après. Un peu mieux, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on gagne sur le chauffage et puis on perd après quand on s'en sert pas. C'est pour ça que sur le chauffage à bois, pour avoir des systèmes performants, on va pouvoir commencer à parler à partir du poêle, quoi. Ouais. Du poêle bûche, du poêle pellet, peu importe. Mais en dessous, au niveau des inserts, déjà, voilà, les rendements sont quand même pas extraordinaires. Le pire, bien sûr, c'est les foyers ouverts, où là, on peut avoir même des rendements négatifs. On peut perdre de la chaleur. Parce qu'en plus, sur tout ce qui est insert, ainsi de suite, souvent, c'est basé sur des boisseaux de cheminée qui sont eux-mêmes pas isolés, donc ils vont faire aussi des ponts thermiques dans le logement. Donc, mais sinon, au cas où, moi je dis ça, mais ça peut peut-être se tuber, enlever l'insert et puis mettre un joli poêle bûche à la place. Ou pas, mais ça peut permettre d'être plus performant. Et dans ces cas-là, en fait, on peut imaginer de tuber en fait, le conduit, de refaire vraiment cette fois-ci une plaque d'étanchéité dans le conduit pour limiter ces passages d'air et mettre de l'isolant, et puis faire en sorte d'aller vers de la performance cette fois-ci. L'investissement moyen pour retuber un conduit comme ça et mettre un poêle pour avoir quelque chose qui tient la route quand même, c'est à peu près 5 000 €. Autre chose, ou on passe à l'eau chaude? 3, 2, 1. Allez, on continue. Et donc, on va passer à l'ECS, donc l'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire qui a un impact plus ou moins important en fonction de votre logement, mais si vous avez un logement récent, c'est possible que c'est un impact très fort. Donc, première chose à faire là-dessus, c'est déjà agir sur la température de l'eau chaude. C'est-à-dire que il y a beaucoup de ballons, de cumulus, de préparateurs d'eau chaude, ainsi de suite, qui sont réglés trop fort en température. Les températures qui suffisent, en fait, c'est 55 degrés ou 50 degrés en instantané. Donc, c'est entre 50 et 55. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce que c'est quand même déconseillé de trop descendre en dessous de ces 50-55 degrés? Est-ce que vous avez une idée? On parle des fois de petites bestioles. Non, personne? Disons que l'eau naturelle, comment dire, l'eau se produit par elle-même. C'est comme ça, non? Alors, j'ai entendu l'eau, mais pas beaucoup d'autres, pas autre chose, Daniel. Pardon, donc là, j'espère que c'est mieux. Comment dire, c'est que l'eau, du fait qu'elle stagne, etc. En plus, dans l'eau tiède, quelque chaude, effectivement, il y a une pollution qui s'installe, enfin, des bactéries qui se développent, je sais pas, quelque chose comme ça. Hein. Ouais, c'est ça l'idée. C'est pour limiter les proliférations bactériennes. Et donc, en l'occurrence, comme l'a dit Pascal dans le chat, c'est la légionellose, en fait. Hein, donc ça, c'est la maladie. C'est-à-dire que là, il peut y avoir un développement de bactéries qui s'appellent des légionnelles, qui vont pouvoir infecter les poumons. En fait, donc classiquement, c'est le syndrome, c'est sous la douche, ce genre de choses, une pulvérisation d'eau qu'on va respirer et qui vont infecter les poumons. Néanmoins, les cas qu'on a pu relever pour le moment, ce ne sont que dans des conditions très particulières dans le collectif. Dans l'individuel, il n'y a pas de cas qui arrivent parce qu'il faut quand même des conditions très spéciales pour que ça se mette en conditions où elle va se développer. Donc ça va être des bras morts de conduits sur lesquels il va y avoir des températures d'eau stagnantes. Bref, en tout cas pour le particulier, pour être sûr, donc on ne descend pas, voilà, c'est 50-55 et pas en dessous, donc, quand même, pour limiter les proliférations. Température maxi, alors d'après la loi, c'est 55 degrés, c'est la température qui est censée être dans le cumulus, et c'est 50 degrés au point de puisage. C'est-à-dire que au robinet ou ainsi de suite, on n'est pas censé avoir une température qui soit au-delà de 50 degrés. Parce que déjà, sinon, il y a des risques de brûlure. Par contre, c'est quelque chose qui est très peu suivi de par nos très chers amis chauffagistes, plombiers. Mais voilà, la loi a dit plutôt une température maxi au niveau du point de puisage. Ah, tiens, on dirait que Juliette a froid.
Alors, donc pour faire ça, pour régler le ballon, concrètement, l'idée, ça va être déjà dans un premier temps d'intervenir en sécurité, donc d'aller au niveau de son armoire électrique, de couper électriquement son cumulus, hein, on est bien d'accord, avant de mettre les doigts dedans. Et une fois que c'est fait, on va avoir un petit carter dessus, on le démonte, il y a 3 vis à enlever, un petit carter plastique, ce genre de choses, et on va avoir accès au réglage de l'appareil. Là, il y a plusieurs possibilités. Soit on a de la chance et on peut carrément, il y a une molette avec un réglage, avec la température d'indiquer. Là, c'est royal. On met à 55. Merci, au revoir. Soit on a moins de chance, il y a un plus et un moins, un peu comme ici. Donc, on va faire un réglage un petit peu en mode empirique. Donc, on va mesurer et puis après, on va affiner petit à petit. Soit on n'a pas de chance du tout et ce n'est pas réglable. Il y en a, ça existe. Donc, par exemple, à l'association où on est là, Redon, le petit modèle qu'on a pour nous, en fait, il n'est pas réglable du tout. Et donc, pour rappel, au cas où, on a à l'association des thermomètres qui supportent des hautes températures, parce que quand tu es à 55 ou des fois, si c'est mal réglé à 70 degrés, il faut un thermomètre qui tienne la route. Donc ça, on en a en prêt. Hein. Vous pouvez passer, on peut vous en prêter. C'est une température des thermomètres pour faire la cuisine ou ce genre de choses. Donc l'idée, hein, pour savoir, c'est on approche de son bois de puisage autant que possible le matin, une fois que ça a bien chauffé. On laisse venir l'eau chaude, une fois que c'est bien chaud, on met son thermomètre et on voit combien l'eau sort. Si elle sort à 55-60, c'est trop. Donc dans ces cas-là, ça vaut la peine de faire un réglage. Je vais faire un petit hors-sujet parce que tout à l'heure, j'ai oublié de dire une petite chose. Quand on parlait des mousseurs, quand on achète des nouveaux robinets, on ne sait pas s'ils sont déjà équipés ou pas. Pareil, à l'association, on a des débitmètres, ça s'appelle, Nicolas, Oui. pour mesurer le débit d'eau, en fait, pour vérifier si votre robinet est bien économe ou pas. Ouais, on va en parler juste après, donc ça tombe bien. Ah, pardon. Il n'y a pas de problème. Par contre, j'en profite, tu n'as plus que 10 minutes, Nicolas. Ah oui, merci. Ok. Donc voilà, en fait, c'est jamais qu'un résumé de ce que l'on vient de se dire. Hein. Donc, et puis pour ceux qui auraient le bonheur d'avoir un chauffe-eau solaire individuel, vérifiez votre température d'appoint, parce qu'il faut un appoint, voilà, ça va être une résistance, souvent une résistance électrique. Vous vérifiez bien qu'elle est réglée entre 50 et 55 degrés. Voilà, allez, on continue, vu qu'il n'y a pas de questions. Économie à quelques... Ah oui, bon, ça, on ne va pas avoir forcément trop le temps, mais je vous montre juste. Ça, c'est un petit exercice qu'on prend le temps de faire quand on fait l'atelier sur 2 heures. On se met dans le cas d'une famille de 4 personnes qui aurait un ballon qui serait donc à 70 degrés. Si je passe à 55 degrés, quelle économie je réalise? Donc là, je vous mets la formule pour les, pour les physiciens. Hein, voilà, c'est pour arriver à l'établir. Donc, on calcule d'abord le volume d'eau qui va être consommé, d'eau chaude, hein, qui va être consommé à l'année par la petite famille. Puis la quantité d'énergie que ça représente. Donc là, à 70 degrés, on voit que c'est 3438 kWh. Si je suis à 55 degrés, du coup, ce n'est plus que 2549 kWh, donc une économie de environ 900 kWh pour du 15 centimes d'euros. J'étais gentil, 15 centimes d'euros électrique du kilowattheure, ça fait une économie de 130 € à l'année. Donc ça vaut quand même la peine de s'enquiquiner à régler son ballon. Voilà, c'est quand même 25%. Non, toujours rien, pas de remarque, rien. Ok. Donc on continue. Première chose à faire, c'est ça, vérifier la température de consigne. Deuxième chose à faire, n'hésitez pas à isoler votre chauffe-eau ou surisoler le chauffe-eau, tout ce qui va être départ d'eau chaude, circulateur, ainsi de suite. Donc là, sur la petite image, il y a des choses normalement qui devraient vous choquer. Est-ce qu'il y a des choses qui vous choquent sur cette image? Vous dites, il y a des choses à améliorer. Qu'est-ce que vous pourriez améliorer sur cette image? L'isolation des tuyaux d'eau du ballon. Voilà, merci. Car je rappelle que la peinture rouge n'isole pas. Quoi d'autre? Il y a encore 2 autres choses qu'on peut faire sans difficulté. Apparemment, il y a des tuyaux de sortie du chauffe-eau électrique à gauche qui sont colorés en rouge là aussi. Ils ne sont pas du tout isolés. Ouais, Ouais, tous les tuyaux, on est d'accord.
tous les départs chauds. Donc au niveau de là, la chaudière gaz, hein, et de son cumulus, donc tout ça là, on isole, tout ça, on isole. Et tac, 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 ok. Catherine, isoler le ballon, merci. Voilà, on peut isoler son ballon. Et puis celui-là aussi, ça, le petit circulateur là, ça c'est une petite pompe électrique, ça aussi on peut l'isoler. Et ça vaut la peine, parce que ça chauffe, voilà. Il va y avoir pas mal de pertes de chauffage, sinon par cet intermédiaire-là. On va pouvoir comparer par exemple avec une solution solaire, où là on se dit, voilà, vous voyez, pof, le ballon solaire de base, en fait, il est isolé. Alors que le cumulus à l'origine, il a quoi, 2-3 cm grand max. Le ballon solaire, il va plutôt être dans les 8-10 cm. Et tous les départs là vont être isolés également. Et le circulateur là, qui est caché en dessous, est isolé également. Ça, c'est quelque chose qui est facile à faire. Ça prend juste un tout petit peu de temps. Ça coûte quasiment rien. Et ça vaut vraiment la peine. Ça fait des grosses pertes. Là, je mettais un ordre d'idée, un tuyau DN20, c'est les diamètres de tuyaux pour les plombiers assez classiques. Ça perd 40 watts de puissance par mètre linéaire. Si ce n'est pas isolé sur une installation de chauffage. Et si on met juste un tout petit peu d'isolant, vous voyez les petites mousses qu'on trouve dans n'importe quelle grande surface de bricolage, hein, des petites mousses qui sont déjà préfondues, on a juste qu'à les mettre sur les tuyaux comme ça, on passe à 8 watts. Donc vous imaginez sur toute l'installation, sur tout le réseau d'eau de la maison, eh ben, ça va faire une économie substantielle. Et Nicolas, donc pour les tuyaux, on trouve le matériel pour les isoler en magasin de bricolage, mais pour le chauffe-eau, comment on fait? Demande Marie-Thérèse. Ah, alors Marie-Thérèse, très bien. Eh ben, plusieurs solutions. Alors, soit vous avez des chutes d'isolant chez vous, de la boîte voilà, de la laine de bois, ce genre de choses, très bien. Vous faites un joli cocon. Soit vous n'avez pas de chute chez vous, ben c'est pas très grave. Vous pouvez mettre derrière un vieux duvet, une vieille couette, une vieille couverture dont vous ne vous servez pas, et vous la mettez par-dessus. Ce qu'on a fait à l'association, c'est qu'il y avait David qui avait récupéré un vieux duvet qui avait pris l'humidité, qui était plus trop, voilà, on ne pouvait plus trop s'en servir. Eh ben, on l'a mis autour. On a juste fait attention donc au système de goutte à goutte là. Hein. Ici, ça c'est du bon sens pour pas qu'il prenne l'eau. Et voilà, et c'est tout. Et ça prend 5 minutes et c'est toujours ça. Ça sera moins efficace que de mettre 10 cm d'isolant. Ça suffit. Après au-delà, vous embêtez pas. Au-delà de 10 cm, ça commence à faire beaucoup. Si vous mettez 10 cm d'isolant, tant mieux, ça marchera encore mieux. Mais ne serait-ce qu'une petite couette ou un petit duvet, très bien. Très bien, très bien. Et ça risque rien. Il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Et comment on sait si son ballon il est déjà isolé ou pas? Bah, tu sais, parce que les ballons ne sont pas isolés. Non, de base, tu peux t'amuser à regarder quand sur les catalogues des grands distributeurs français, là, et c'est peu renseigné, et quand c'est renseigné, ça fait peur en fait, hein, les quantités d'isolant à l'intérieur. Il y a une autre façon assez simple de se rendre compte, c'est quand on va dans les déchetteries, ce genre de choses, quand elles sont ouvertes. Et souvent, ils les mettent de côté parce qu'ils aiment bien les couper pour faire des barbecues, ce genre de choses. Ayez la curiosité de regarder, mettez votre doigt à l'intérieur et voyez estimez l'épaisseur à l'intérieur. Vous allez voir que c'est ridiculement faible. Ouais. Daniel, là, peut-être pour compléter, c'est une question intéressante, le questionnement, là, c'est que éventuellement un chauffe-eau qui n'est pas du tout isolé, enfin donc un tout qui n'est pas isolé, par rapport à son volume, par exemple de 200 litres, son volume extérieur sera plus réduit qu'un chauffe-eau bien isolé de 200 litres, de même litrage, je dis bien, qui aura une isolation autour, par-dessus dessous, plus épaisse. Alors, je suis désolé, Daniel, mais j'ai vraiment du mal à t'entendre et j'ai pas bien compris l'esprit de ta remarque. J'ai compris qu'il y avait une question de volume de contact. Donc, en termes thermiques, oui, ça s'entend, mais j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire. Tu m'entends mieux là? C'est haché, quoi. Eh ben oui, c'était qu'un chauffe-eau de 200 litres non isolé, il est plus petit en étant 200 litres parce qu'il est moins isolé. Un chauffe-eau bien isolé de 200 litres aussi, il sera plus gros. Quoi. Oui, il faudra un petit peu d'espace pour mettre de l'isolant autour, ouais, complètement. Bon, souvent, il y a de l'espace autour, hein, c'est dégagé, donc il y a moyen de voir. Et de toute façon, c'est pareil, si jamais vous êtes amené à changer de votre système, il faut vraiment arriver à adapter aussi la taille de votre système. C'est-à-dire que la moyenne de consommation d'eau chaude d'un Français,
par jour, c'est entre 30 et 35 litres. Si vous êtes 2 chez vous, ça ne sert à rien d'avoir un ballon de 200 litres. Un ballon de 75, ça suffit. Et ce qu'on me dit régulièrement dans ces cas-là, c'est oui, mais quand j'ai les enfants, tout ça, qui débarquent, comment je fais? Ben, c'est pas grave, vous le mettez sur marche forcée. Alors oui, il va consommer un tout petit peu plus pendant cette période-là, pendant le week-end où ils seront là, mais pendant tout le reste de l'année, en fait, eh ben, il va vraiment faire des économies parce que plutôt que de s'enquiquiner à chauffer, à maintenir chaud 200 litres d'eau, alors que vous allez en consommer quoi, peut-être 70 dans la journée ou 50 dans la journée, eh ben, ça va faire une sacrée différence. Donc ça, c'est vraiment la première chose. Et en plus, pardon. Oui. En plus, cette moyenne, c'est sans les petits éco-gestes pour baisser sa consommation d'eau chaude. Voilà. Une petite douche plus courte, tout ça. Il y a Marie-Thérèse qui a une question qui demande est-ce que ça existe des chemises toutes faites pour isoler les ballons? Pas à ma connaissance, mais c'est une bonne idée. Et après, tu as Luc qui a une question sur les pompes à chaleur. Un ballon d'eau chaude de même. Ah oui, alors. Plusieurs choses par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en termes de préparation d'eau chaude, on a différents systèmes. On a le système dont on vient de parler là, classique, le Cumulus, donc une résistance électrique. Voilà, c'est l'ancien système. Il va y avoir donc le système solaire dont on a parlé rapidement qui consomme beaucoup moins parce que c'est le solaire qui va faire le plus gros du travail, donc au moins 60-70% des apports par le soleil. Il va y avoir un système qu'on va appeler un chauffe-eau thermodynamique, donc qui va être une mini pompe à chaleur miniaturisée et qui va préparer juste l'eau chaude qu'il faut, un petit peu comme un cumulus. Donc ça, par rapport à un cumulus, on va consommer environ 2 fois moins d'électricité. Le problème, c'est que c'est des systèmes qui sont hyper miniaturisés, qui coûtent relativement cher à l'achat et qui ne sont pas très durables. C'est-à-dire qu'un bon chauffe-eau thermodynamique, faut quand même compter dans les 2 000 à 3 000 euros, alors qu'un bon chauffe-eau solaire, c'est plutôt dans les 5 000 euros. Mais le chauffe-eau solaire, on va pouvoir le traîner 20 ans, alors que d'après les études du RAGE, je pourrais vous mettre les références si vous le souhaitez, les moyennes de durée de vie des chauffe-eau thermodynamiques, c'est plutôt 8-10 ans. Donc, ça veut dire que c'est et souvent en plus, c'est pas en plus toujours très bien installé. Donc, il y a ça au niveau du chauffe-eau thermodynamique, ou sinon il y a aussi carrément la pompe à chaleur qui va chauffer la maison et en profiter pour faire l'eau chaude sanitaire. Là, dans ces cas-là, c'est plutôt intéressant. Si vous avez déjà en effet une pompe à chaleur chez vous et que vous lui demandez de faire l'eau chaude sanitaire, pourquoi pas? Parce que là, en fait, elle ne va pas faire que l'eau chaude, elle va aussi faire le chauffage. Et une pompe à chaleur qui est bien réglée, qui est bien entretenue, c'est pas du tout un système qui est déconnant pour arriver à chauffer sa maison. Si tant est qu'on est compris à l'origine que d'abord on isole et après qu'on chauffe, hein, parce que ça reste quand même de l'électricité. Donc bon, ou alors on fait qu'un petit abonnement Enercop, comme ça on est sûr que l'électricité c'est renouvelable. Et Nicolas, juste pour info, il est 15h et puis tu as encore une question si tu veux bien. En solaire, combien de litres prévoir, j'imagine, dans un ballon? Ok. En solaire, c'est le seul cas en fait où on va pouvoir surdimensionner son installation, parce que l'idée c'est évidemment de stocker du soleil pour les périodes où il y en a moins. Donc l'installation solaire classique pour une famille de 4 personnes, ça va être 2 panneaux, donc à peu près 5 mètres carrés, et environ 300 litres d'eau. Voilà, ça va être l'installation pour 4. Pour moins, on va adapter. Si on n'est que 2, entre parenthèses, on va aller sur des ballons plus petits. Mais si on est 2 et qu'on a une consommation limitée, c'est tout l'esprit aussi. L'idée, c'est pas de vous vendre un système par rapport à un autre, c'est plutôt d'introduire cette réflexion. Se dire que si on est adepte de la douche journalière, pour le dire clairement, oui, il vaut mieux avoir un système performant parce qu'on va consommer beaucoup d'eau. Si on est plus sur de la douche tous les 2-3 jours, ou plus, parce qu'après, moi, je ne suis pas là pour vous juger, eh ben, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire un ballon solaire? Est-ce qu'un petit cumulus bien réglé, bien surisolé avec un abonnement Enercop, parce qu'il ne va pas consommer beaucoup, eh ben, ce n'est pas plus idiot. Voilà. Donc ça dépend vraiment aussi de votre niveau de consommation. Si vous êtes plutôt gros consommateur, oui, plutôt vers du solaire. Et pour 2 personnes, eh ben, 150-200 litres, ouais, bon, voilà, ça va être plutôt, ça devrait aller. Si vous êtes peu consommateur, ben, un petit système. Je me permets d'ajouter là. Vous m'entendez à peu près là? C'est pareil, c'est comme ça. Vas-y.
Il y a aussi dans une conception de chauffe-eau, en général, c'est aussi la distance entre le chauffe-eau, la plus courte possible entre le chauffe-eau et le point d'utilisation aussi. Complètement, ouais. C'est-à-dire que là où on le consomme le plus, classiquement, c'est la douche, quoi. Donc, au niveau de la canalisation, il faut vraiment arriver autant que possible à la rapprocher le plus possible pour arriver à consommer, à éviter la surconsommation. Et bon, on va malheureusement pas trop avoir le temps, il est déjà 15h passées, 15h05. Dans les petits gestes aussi, tout bête, mais je vais vous envoyer le reste de la présentation par mail, ou tout du moins je vous mettrai le lien à disposition par mail pour ceux qui ont fait le numérique. Voilà, il y a plein de petits gestes comme ça, bien laisser ses robinets sur la position d'eau froide. Quand on va se laver les mains, lavez-vous les mains à l'eau froide, parce que la plupart du temps, de toute façon, si vous vous mettez sur l'eau chaude, le temps qu'elle arrive, vous aurez fini de vous laver les mains. Il y a pas mal de petites choses comme ça. Juste pour finir sur le ballon et sur la surisolation du ballon, et après, voilà, je vous embête plus. J'ai une image d'une caméra à la caméra thermique. Hop, voilà. Vous voyez ça? Donc c'est une image à la caméra thermique dans un sous-sol en fait. Hein. Vous voyez ici, il fait à peu près, dans le sous-sol, il fait à peu près dans les 14-15 degrés. Et donc le chauffe-eau, lui, le petit chauffe-eau là, il est plutôt dans les 24 degrés. Voilà, donc ça s'appelle un chauffage. Hein, on n'a pas envie de chauffer notre sous-sol avec ça. De la même façon, pour les conduites chaudes à isoler, là vous voyez ici, hein, clairement, je ne connais pas cette maison, mais sur l'interprétation, clairement, ça va être un réseau de chauffage qui ne va pas être calorifugé, protégé, qui va être positionné entre l'isolant et l'extérieur de la maison. Et du coup, voilà, on le voit à travers la maison. Quand on parle plusieurs jours, est-ce qu'il faut mieux couper le chauffe-eau? Oui. D'accord. Alors, quand on part plusieurs jours, donc ça se calcule, ça je vous le fais, hop, voilà, c'était ça. C'est-à-dire que c'est ce slide-là, c'est-à-dire que si vous n'avez pas isolé votre cumulus, en gros, c'est 2-3 jours. À partir de 2-3 jours, ça vaut la peine de le couper. S'il est surisolé, dans ces cas-là, c'est pas la peine de le couper tout de suite, parce qu'en fait, il va garder sa température plus longtemps, et puis donc ça aura moins d'intérêt. D'accord, merci. Je vous en prie. Si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas, parce que c'est le moment. Super. Oui, Daniel? Super, tout ça. Je vais vous envoyer le reste parce qu'il y a plein d'autres choses à faire sur le temps de douche, machin, sur le calcul de l'impact. Bon, une heure, c'est difficile, hein, c'est rapide. Voilà, utiliser un tasse-à-billet de douche, ainsi de suite. Je vous ai mis le mitigeur, laissez bien sur l'eau froide, mettez des mousseurs avec les rappels de débit d'eau en fonction de la cuisine, la salle de bain, tout ça. Et avec l'estimation du coût aussi derrière, donc d'un bain ou d'une douche. Est-ce que c'est un bain, est-ce que c'est une douche longue avec un fort débit, ainsi de suite, pour l'utilisation, ou dans le cas d'une famille de 4 personnes à 3 usages par semaine. Donc vous voyez, hein, 4 personnes, 3 utilisations par semaine, douche longue avec un fort débit, on est à plus de 1 200 € par jour. Voilà, des petites choses comme ça. Et Nico, pour conclure, on peut peut-être parler de tous les outils qu'on a à EPV qu'on peut prêter pour tous les éco-gestes. Ouais, voilà, pour tout ce qui est éco-gestes, on a parlé il y a 15 jours des wattmètres. Donc, on a des wattmètres pour tout ce qui va être consommation des appareils électriques, veille, ainsi de suite. Pour tout ce qui est eau chaude, on a des débitmètres pour voir est-ce que ça vaut la peine de mettre des mousseurs, est-ce que vous n'en avez pas déjà d'équipés. On a donc des thermomètres à haute température pour voir si votre ballon est bien réglé. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'oublie? On n'a pas un petit sablier aussi, je crois? On a des petits sabliers de douche aussi, au cas où, voilà, pour s'amuser un petit peu avec et puis encourager nos adolescents, adolescentes, parce que c'est quand même assez régulièrement, je ne veux pas stigmatiser, mais souvent c'est là que ça glisse un peu. Et j'y pense aussi, surtout, on va lancer en septembre à peu près le défi famille à énergie positive, où on l'a déjà fait, clairement, c'était l'année dernière. Et on a réuni quelques familles qui sont en équipe en fait et qui doivent faire des éco-gestes, rien qui ne coûte cher, quoi, pas d'investissement. Et en moyenne, je crois, Nicolas, tu me corrigeras, ils ont réussi à économiser 13% d'énergie. C'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Sur une saison de chauffe, sur quoi? Ouais, c'est sur une saison de chauffe, ouais.
Donc, c'est quand même vraiment impactant. Et quand on a estimé derrière en termes de CO2, alors je ne sais plus si c'est 5 ou 7 tonnes d'équivalent CO2, mais c'est ça l'ordre d'idée en tout cas, qui n'ont pas été émises grâce à ces petits efforts, sachant qu'on avait 73 familles d'inscrites. Donc, vous pourrez participer au défi dès septembre. Restez en veille, on vous enverra l'info. Et pour ceux sur le Menet qui sont en train de le faire, là, bon courage, n'hésitez pas. Bon courage, on dirait que c'est horrible. Non, mais c'est des petits gestes qu'il faut s'astreindre à faire. Et puis, mais il ne faut pas se mettre non plus trop la pression. L'important, c'est de les garder aussi dans le temps. Si on se met la barre trop haute dès le début et puis que l'année d'après, on laisse la moitié tomber, c'est dommage. Il vaut mieux aller progressivement et garder ces bonnes habitudes. Il y a Lucie qui dit qu'il s'amuse bien. Ouais, il faut le voir en fun et puis embarquer toute la famille. Et puis voilà, ouais, ça peut être rigolo. Voilà, et puis moi, je vous enverrai de toute façon le reste de la présentation. Il y a pas mal d'autres éco-gestes, il y en a vraiment, vraiment beaucoup quand on veut faire un petit peu exhaustif. Donc n'hésitez pas à regarder ça, et si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à revenir vers moi, vers nous, hein, parce qu'il y a Juliette également. Donc, Et Nico, on pourra peut-être rajouter dans le mail le petit outil là, de relevé de compteur et la liste des éco-gestes. En fait, on s'est amusé à réunir une trentaine d'éco-gestes et faire un petit concours, mais voir où vous en êtes dans les éco-gestes. Donc, c'est plein de petits exemples que vous pouvez cocher au fur et à mesure. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait un petit tableau pour relever vos compteurs, etc. C'est vraiment plus pour vous rappeler de vérifier. Et puis, vous avez même un cadeau à la clé. Au bout de 8 relevés, vous avez le droit à un rendez-vous téléphonique individuel sur les éco-gestes à la maison. En tout cas, vous pouvez appeler Nicolas ou moi-même. Mais Nicolas est quand même assez expert des éco-gestes et pourra vous guider un petit peu dans la consommation de votre maison. Voilà. Voilà, normalement, je le partage. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, on le voyait. Voilà. Et ça, là, et puis petit tableau. Et puis, il y a un petit bug d'affichage. Mais voilà, c'est pas avec grave. quelques éco-gestes. Vous l'aurez dans le mail et vous pourrez faire votre concours en famille à voir qui fait le plus d'éco-gestes. Voilà. C'est fait, je passe. Ok. Merci Nicolas. Voilà, je vais couper l'enregistrement, comme ça au moins je vais y penser.